Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, nouvelle vidéo fiabilité qui va concerner la Peugeot 208 de première génération, spécifiquement sur les versions HDI 1,4 litre et 1,6 litre. On va surtout parler de la version 1,6 litre puisque aujourd'hui la voiture que l'on présente, c'est une 208 de première génération en phase 1. On la reconnaît avec ses feux typiques des Peugeot du début des années 2010. C'est avec elle qu'est arrivé le magnifique volant de karting. Donc c'est avec elle qu'elle a eu certaines innovations sur les petites citadines. La 208 était une prolongation, une suite de ce qui était fait avec la 207 et également par le dessin plus proche de la 206 d'ailleurs. L'intérêt aussi de cette 208 par rapport à la 207 lorsqu'elle était sortie, c'était une voiture d'un format beaucoup plus compact, d'une voiture beaucoup plus dynamique car le poids était beaucoup plus faible. La 207 avait beaucoup augmenté en poids, la 208 avait particulièrement réduit de ce côté-là, autour de 100 kg, ce qui est beaucoup, ça fait à peu près 10% du poids d'une telle voiture. La 208 aujourd'hui de première génération a une carrière de 2012 à 2019, donc une carrière assez riche. Évidemment, c'est une voiture très courante, très commune que nombre d'entre vous ont peut-être déjà eu ou utilisé ou monté dedans. En tout cas, c'est une voiture qui est aujourd'hui encore très populaire sur le marché du véhicule d'occasion. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je mets à profit donc ce que je fais depuis plusieurs années maintenant, 20 ans, enfin même plus aujourd'hui, de 20 ans sur le marché du véhicule d'occasion, entre l'achat, la vente, les ventes aux enchères, etc., les bilans, les expertises, etc. Enfin bref, j'en ai fait des pelles et des pelles, donc forcément des 208. J'en ai vu quelques-unes, des 1,6 HDI, j'en ai vu quelques-uns. Donc on va faire le tour aujourd'hui de cet ensemble pour parler de la fiabilité et savoir si elle vaut le coup à l'achat ou pas. Et donc la 208 que l'on a en voiture cobaye aujourd'hui, elle nous offre un kilométrage correctement respectable de, si ça veut s'afficher, 154 830 km. Toute l'année, Voilà, donc il y a une tablette tactile qui a été changée par rapport à l'origine. Donc sans plus attendre, on va commencer donc par la partie extérieure. La partie extérieure de la 208 première génération, c'est malgré tout la première Peugeot citadine qui a pas mal progressé en termes de qualité de fabrication extérieure. Il y avait quand même un bond assez important par rapport à la 207 qu'elle a remplacée. La 207, c'était par contre l'une des pires Peugeot possibles de ce côté-là. Les ajustements, les peintures, les différentes finitions, c'était horrible. Là, sur ces versions-là, il y a quelques touches supérieures, hein, comme ces parties en plastique laqué qu'on retrouve à différents endroits qui ont permis d'augmenter la qualité visuelle de la voiture, même après plusieurs années d'utilisation. Malgré tout, que ce soit les pare-chocs avant ou arrière, ça reste assez fragile. Le plastique est peut-être assez fin, et comme c'est des voitures qui prennent facilement des chocs, c'est un petit peu dommage. Également, c'est aussi une des premières générations de citadines à ne pas avoir justement de protection latérale de carrosserie non peinte. Donc là, il n'y en a pas du tout. Donc ce sont des voitures citadines, donc elles peuvent marquer assez vite. Après, pour le reste, dans l'ensemble, c'est plutôt dans une bonne moyenne de la catégorie. Il n'y a rien d'exceptionnel en termes de défauts, si ce n'est peut-être à l'image un peu des 307 aussi, même si c'est un petit peu amélioré. Ces bêtes pare-brise qui parfois gondolent un peu, là ça n'est pas le cas, donc c'est plutôt bien. Ce qui est gênant, c'est que ça peut faire des entrées d'eau, dans l'habitacle quand la partie plastique qui est sous le pare-brise a été soit démontée, soit cuite au soleil. Et là la voiture, donc là on peut le voir, les phares ont assez terni. La 208 n'échappe pas à la règle, le jaunissement des phares est assez régulier. C'est pas la première qui est comme ça, ce sera pas la dernière malheureusement. Les 208 sont assez impactés par ça. Globalement, c'est en progrès par rapport à la 207, donc on va dire que c'est plutôt un bon point de ce côté-là. Par contre, cependant, bon, ça reste malgré tout pas exceptionnel. Les petites accroches, les petites qualités à certains endroits, des fois au niveau de la calandre chromée, etc., c'est pas folichon. C'est pas du très grand luxe, mais au rapport du prix qu'elles étaient vendues, ces voitures-là, c'était parmi les plus chères de la catégorie à l'époque. Mais au rapport de prix, bon, ça restait encore correct. Je trouve que sur les deux générations de 208, je pense que celle-ci est un petit peu mieux que la suivante qu'on a fait il y a quelques temps en termes de qualité
qualité de fabrication, je la trouve un petit peu meilleure sans que ce soit exceptionnel. Les voitures allemandes globalement font un petit peu mieux sur tous les points de la partie extérieure. La deuxième partie de notre vidéo, comme d'habitude, va concerner la partie des consommables sur ces Peugeot 208. Donc la partie des consommables, c'est la partie que soit vous allez faire vous-même, soit vous allez déposer en centre auto. C'est pas la partie réellement des pannes, c'est pas la partie intérieure, c'est les pneus, les freins, les amortisseurs, etc. Enfin tout ce qui va se faire en centre auto. Globalement, la 208, ça reste, il n'y a pas de grande fragilité particulière. Les pneumatiques ont une bonne durée de vie, ils sont assez coûteux, surtout quand vous avez des belles finitions. Là, c'est une finition intermédiaire plus, hein, c'est une finition allure, donc on a quand même une finition, on va dire, correcte. Mais ça reste des jantes en 16 pouces assez classiques en termes de pneus. Mais vous avez certaines versions en 17 voire 18 pouces qui, elles, coûtent relativement cher d'un point de vue des pneumatiques. Donc celles-ci, c'est vrai qu'elles vont avoir une usure particulière au niveau des pneus, en plus d'avoir un confort dégradé, mais une esthétique, on va dire, nettement améliorée. La qualité de la suspension de manière générale est également un peu meilleure que sur la 207. Les pièces ont une durée de vie assez meilleure, sauf sur la partie des amortisseurs et des ressorts avant, qui elle a une tendance parfois à casser assez vite. Alors je sais pas de raison, mais en tout cas ça casse plus vite que chez Renault par exemple, la Clio 4 qui est sa plus grande concurrente. Donc la Clio 4 fait mieux de ce côté-là. Après la durée de vie des roulements, des freins, etc. est plutôt bonne. Donc on va dire qu'il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette 208. Si j'oubliais un petit point également à contrôler, on peut souvent avoir des claquements sur ces voitures venant de l'avant, soit en appui, soit à l'accélération, freinage. C'est très souvent les supports moteurs qui sont fatigués. Les tenues des supports sur les 208 est pas fabuleuse. Donc parfois c'est celui en bas, parfois celui côté de la courroie. Donc de ce côté-là, ça peut facilement lâcher, enfin en tout cas plus rapidement que la moyenne. Donc point d'attention sur ce côté-là. Donc essentiellement au niveau des ressorts amortisseurs, mais ça votre contrôle technique va vous le dire, et également le point d'attention également à prendre en compte, ça va être surtout au niveau des supports moteurs. Après la durée de vie des ensembles est plutôt correcte et les prix sont contenus, donc on va dire que le point est assez positif de ce côté là. Bon, il n'y a pas une grande qualité de charnière, d'ouverture et de porte, ça fait grung comme ça là un peu quand on ferme. Et c'est très souvent le cas sur les 208. Qualité pas exceptionnelle de ce côté-là. Moi, j'aime. Voilà, quand une porte ferme bien, généralement, ça sonne lourd. Et ça donne souvent l'impression que la voiture donne du solide. Là, pour le coup, cette voiture, elle n'est pas exceptionnelle de ce côté-là. La tôle de porte vibre pas mal. La sensation à la poignée n'est pas exceptionnelle. Bref, c'est des petits détails. À l'intérieur, on découvre sur les 208 des sièges assez baquets avec une usure assez régulière à cet endroit-là. Le baquet côté conducteur sur ces kilométrages-là et sur des voitures qui ont plus de 10 ans maintenant, ces voitures qui ont tendance à craquer. Alors c'est pas la seule, mais là vous avez une preuve de l'usure générale sur ces sièges qui se fait assez rapidement, je trouve, en tout cas plus rapidement que certaines voitures. Également le cuir a une tendance au niveau du volant à marquer. Voilà, donc là on a encore une fois plus de 10 ans d'utilisation. Alors il est meilleur que sur la 207, hein, mais chez Peugeot dans ces années-là, c'est pas le meilleur des volants. Il y a encore une fois un petit peu mieux dans la catégorie, mais ils ont progressé par rapport à la 207. Donc on va dire que c'est un bon point de ce côté-là. Quelque chose qui n'a pas progressé, je trouve, par rapport à la 207, c'est la qualité des matériaux à l'intérieur. Je la trouve sensiblement aussi mauvaise, avec des plastiques assez durs, assez grinçants, qui décolorent avec les années. Là, on peut voir, il y a plein de parties à droite à gauche. Alors, j'espère que ça se voit à la caméra, mais là, sur le tableau de bord, il y a des différences de ton. Sur les portes, c'est pareil. Il y a des petites différences de ton, etc. Voilà, ça fait pas mal de marques. Et ça, c'est assez courant sur les 208. Les 207, c'était pareil. Les
plastiques sont quand même assez médiocres, je trouve, hein. Ils n'ont pas forcé la qualité de ce côté-là. Donc ça, c'est sur l'ensemble de la planche de bord. Après, ils ont fait illusion quand c'était sorti par une certaine modernité. Donc l'écran GPS ici n'est pas l'écran d'origine. C'est des trucs que vous trouvez sur les sites chinois. Donc bon, ça a été remplacé par une personne, peu importe. D'origine, l'écran est plus petit. L'écran qui a d'ailleurs tendance à pas mal bugger sur les premières années d'utilisation de production, en tout cas de 208. Donc, mais ça, c'est pas tellement... C'est un peu mieux sur les phases 2, mais sur les phases 1, c'est pas terrible. Entre 2012 et 2015, il y a beaucoup de bugs sur ces parties-là. Peut-être pour cette raison que ce grand écran à la finition assez douteuse a été posé dans cette voiture. Donc l'ensemble des plastiques est pas du plus bel effet dans cette voiture. Ça a plutôt bien vieilli, dans le sens bien vieilli, ça a beaucoup vieilli. Ça aurait pu être de meilleur goût, de meilleur ton. Voilà, c'était très moderne quand c'est sorti il y a une petite quinzaine d'années maintenant. Aujourd'hui, l'ensemble fait très cheap, hein. J'ai la sensation quand même que c'est assez moyennasse. Et pareil, autre pièce qui a tendance à marquer son usure, c'est les parties en tissu sur les contreportes. Également, très souvent chez Peugeot, c'est assez dur à nettoyer, ça marque assez vite. Tout comme les selleries, souvent sur les citadines, elles sont assez dures à nettoyer. Cette 208 n'échappe pas à la règle. Donc c'est un point qui est quand même assez négatif, je trouve. Chez moi, la 208 à l'intérieur, c'est le dessin est encore assez sympathique, mais en tout cas moderne. C'est pas mon goût préféré. Je préfère quand il y a des boutons que la disparition des boutons, bien que sur celle-ci on ait encore quelques-uns des boutons physiques. Mais l'ensemble, là, je trouve mal vieilli d'un point de vue de la qualité. On aurait pu faire beaucoup mieux de ce côté-là. Voilà, et également l'électronique. Le compteur, globalement, ça va, mais il y a quand même un certain nombre de voyants, qui soient moteurs, on va y venir après, mais des voyants d'ABS ESP moins fréquemment que sur la 207, mais ça s'allume toujours pour différentes raisons, des raisons peu coûteuses et des raisons très coûteuses. La navigation, je l'ai dit il y a quelques instants, c'est assez problématique, ça bug, ça saute, etc. Donc voilà, donc il y a quand même un certain nombre de problèmes électriques qui ont malgré tout été améliorés par rapport à la génération 207-308 phase 1, donc de la fin des années 2000, la fin des années 2000, pardon, j'allais aller plus loin, mais non. Donc ça a quand même progressé, mais c'est quand même d'un niveau bien inférieur à beaucoup de ses concurrentes, et encore une fois, entre autres, par rapport à la Clio 4. La 208 HDI a eu des puissances moteurs sur les versions diesel s'échelonnant entre 68 et 120 chevaux avec différents niveaux de cylindrée, 1,4 litre, 1,6 litre, de 1400 à 1600 cm3. Je vais y arriver, elle n'a pas eu la 2 litres, cette version-là. Il faut savoir que toutes les 208 HDI possibles sur le marché ont la vanegère, ont un filtre à particules. Obligatoirement, c'est pas comme la 207 où il y avait certaines versions, surtout dans les premières séries, qui n'avaient pas de filtre à particules. La 208, elle en a systématiquement, malheureusement. Donc le filtre à particules de la 208, comme souvent chez les citadines diesel, il peut poser problème. D'autant plus que ça vous a peut-être échappé. Sur le couvre-moteur, on a la mention iHDI et la version iHDI. Donc, la raison technique principale de ce logo E, c'est la fonction Stop and Start qui est présente sur cette voiture. Donc, quand vous arrivez au feu rouge, la mécanique se coupe pour se rallumer, pour peu que la batterie de service général soit en bon état de fonctionnement. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc sur les premières années d'utilisation, quand la voiture avait une batterie en bon état, quasiment neuve, c'est des voitures qui avaient tendance à beaucoup encrasser leur filtre à particules, puisque voiture de ville, début des années 2010, encore le diesel très à la mode, et stop and start, ça fait pas bon ménage pour toute la partie encrassement moteur. Et ces moteurs ont une tendance à s'encrasser très vite, que ce soit les 1,4 litre ou les 1,6 litre. Donc on a eu beaucoup de filtres à particules qui ont été remplacés et qui se remplacent encore aujourd'hui, mais peut-être qu'aujourd'hui un petit peu moins de par le différent niveau d'utilisation. Par rapport à quand la voiture était neuve, c'est tendance un petit peu à moins se remplacer aujourd'hui qu'à l'époque, mais ça se change quand même régulièrement, de manière assez régulière. Et de manière générale, ça tient sur ces voitures-là plutôt 100-150 000 km,
je dirais c'est déjà bien par rapport à certaines motorisations d'aujourd'hui, mais malgré tout, c'est quand même assez ennuyeux, je trouve, d'avoir cette pièce à remplacer, au même titre que la vanne EGR peut poser problème, que ce soit dans sa partie électronique ou dans sa partie mécanique à se boucher également. La vanne EGR peut poser problème, donc ces deux défauts, que ce soit la vanne EGR ou le filtre à particules, comme je disais tout à l'heure, va malheureusement vous allumer un voyant moteur. Autre chose qui va vous allumer un voyant moteur, qui est une problématique courante sur les 1,4 litre ou les 1,6 litre diesel, c'est les versions c'est le turbo, pardon. Les turbos, ils ont tendance malheureusement à se gripper. Pareil, durée de vie 100-150 000 km de manière générale. Après, certaines voitures ont fait 250 000 km avec leur turbo d'origine. Je ne vais pas dire que c'est la loterie, mais l'explication numéro 1 de ça, c'est que également au début des années 2010, à la fin des années 2000, on avait une tendance à exagérément rallonger les temps de vidange et parfois même à mettre des qualités d'huile moindres par rapport à ce qui était demandé. Donc ça fait une usure prématurée du turbo, évidemment, parce que la lubrification est moins bonne, mais également cette mauvaise qualité d'huile et cette vidange moins régulière encrasse plus rapidement le moteur, donc filtre à particules et vanne EGR qui ont tendance à se boucher. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous êtes en quête d'une 208 diesel de cette génération-là, soyez sûr que la vidange a été faite tous les ans. Plus la vidange a été rapprochée, moins le potentiel panne va être important. Donc il est quand même préférable d'avoir une voiture qui a été vidangée très régulièrement, même si elle a 200 000 km, plutôt qu'une voiture qui va avoir 80 000 km et 4 vidanges dans sa vie. Il est quand même préférable de remplacer la vidange. La vidange, l'huile moteur ne s'use pas que par les kilomètres, elle s'use aussi par le temps. Donc il faut remplacer régulièrement l'huile moteur pour pouvoir bénéficier d'un fonctionnement, je dirais, optimal. Autre double galère sur ces 1,6 litre HDI, moins sur les 1,4 litre, les injecteurs sont relativement fragiles sur ces 1,6 litre, avec une case reprogrammation avec valise de diagnostic du constructeur quasi obligatoire pour en faire un fonctionnement optimal. Donc ça a un coût suffisamment important. Sur les anciennes générations d'un 1,6 HDI, il suffisait des fois de resserrer les injecteurs à chaque vidange, on contrôlait ça allait. Là, sur ces versions-là, les injecteurs sont un peu plus fragiles et ils ont une tendance à s'user relativement précocement. En général, les voitures qu'on a sur le marché d'occasion aujourd'hui, très souvent, elles ont déjà eu un jeu d'injecteurs, enfin 4 injecteurs remplacés, elles ont déjà eu un turbo, un FAP et une vanne EGR. Avec un peu de chance, vous trouverez une voiture avec déjà tous ces éléments remplacés et vous serez tranquille 100 000 km. Mais sachez que ça reviendra malheureusement puisque c'est assez récurrent sur ces voitures. Après, il y a quelques petits problèmes qui vont être d'ordre courant sur ces voitures-là, mais pas spécifiques, parce que tous les défauts que je viens d'énoncer, si ce n'est le turbo qui a quand même une tendance, et l'injecteur qui est un peu plus fragile sur ces 1,6 litre HDI, c'est des défauts qui sont courants sur tous les diesels modernes malheureusement, et encore plus sur les citadines qui ont vocation à faire de la ville, donc à s'encrasser encore plus. Le turbo est peut-être un petit peu plus fragile effectivement sur ces voitures-là. Si la voiture ne fume pas, s'il n'y a pas de voyant moteur et si le contrôle technique au niveau de la pollution est bon et que votre fonctionnement quand vous essayez la voiture est plutôt bon, normalement c'est plutôt pas mal. Un indice sur une 1,6 litre HDI qui pourrait poser problème, c'est si elle a assez peu de couple à bas régime et qu'elle cale facilement et qu'en deuxième elle a très peu de reprises. En général, le système d'injection commence à fatiguer, il faudra vérifier de ce côté-là. Dernier point d'attention sur la partie mécanique, ça en fait déjà beaucoup. Ici, vous avez le tendeur de courroie d'accessoires qui est relativement fragile. Ils ont été très optimistes chez PSA avec leur courroie de distribution à remplacer tous les 10 ans ou 240 000 km. Déjà, si ça tient 6-7 ans, elle n'est pas très compliquée à faire cette distribution. Le kit distribution complet avec la pompe à eau plus le kit accessoire. Et vous repartez pour un tour, pareil pour 150 000 km. Globalement, chaque 150 000 km ou chaque 7-8 ans, il y a une grosse facture sur ces 1,4 litre, 1,6 litre HDI, mais sinon pour le reste, vous en aurez pour votre argent en termes de consommation. Et surtout, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut malgré tout éviter les versions phase 2 en diesel, puisque
Malheureusement, la plupart des versions phase 2 sont également dotées du génialissime système AdBlue. Et AdBlue, donc c'est bon, vous trouvez des vidéos sur internet ou des explications, mais c'est un réservoir supplémentaire qui permet de faire baisser la consommation grâce à l'injonction d'un produit chimique dans le moteur. Et le système AdBlue se rajoute avec toutes les autres sondes et tous les autres capteurs, et il a tendance à cristalliser, à mettre des réservoirs HS. Et ça, c'est très problématique également. Donc 208 HDI plutôt en phase 1, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir l'AdBlue qui fera de toute façon une panne en moins. Et donc toute cette vidéo pour dire quoi vis-à-vis de la fiabilité générale de cette 208. Je pense que la 208 HDI 1,6 litre HDI 92, donc la même version qu'ici en phase 1, donc les versions 2012-2015, ce sont les meilleures 208 diesel qui ont été produites. Et j'ai envie de dire que c'est même peut-être les meilleures 208. Puisque en essence elles sont affublées de généralement soit les moteurs PureTech en grande majorité, soit les anciens moteurs VTI pour les toutes premières qui n'étaient pas non plus des monstres de fiabilité, il faut le dire. Donc la partie essence c'est pas terrible. Les dernières versions hybrides comme essayé la dernière fois avec les nouveaux PureTech, ça demande confirmation, c'est encore très jeune sur le marché de l'occasion, donc on n'a pas encore énormément de retours. Les versions après 2015 en diesel, la plupart du temps, elles sont affublées de l'AdBlue, donc elles vont avoir exactement les mêmes problèmes que cette 208, mais en plus elles vont avoir des problèmes d'AdBlue, et ce sera finalement la partie la plus coûteuse sur cette voiture. Donc forcément ça rajoute une panne. Donc si je devais choisir une 208, je la choisirais en 1,6 litre HDI 92 et je la choisirais en phase 1 pour toutes ces raisons de fiabilité. Et pourquoi pas la 115, parce que la 115 elle va rajouter un embrayage qui va être un peu plus fragile puisque voiture plus puissante et plus de couple, sans apporter énormément d'agréments supplémentaires. Et avec ça, elle a une boîte 6 vitesses qui peut être un peu plus rare à trouver et avec une commande peut-être un peu plus rêche. Donc ça peut poser toujours des questions. L'idéal pour moi, c'est ces versions-là en 92 chevaux. Malgré tout, je vais être sympa aujourd'hui avec cette 208. Je vais lui accorder 13/20 puisque c'est une voiture en phase 2 qui est un tout petit peu moins fiable. Malgré tout, elle a les mêmes problématiques malheureusement que tous les diesels modernes et surtout sur les citadines, avec beaucoup de petits soucis. La finition intérieure n'est pas terrible malgré tout. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé par rapport à la 207. Donc on va encourager le progrès, même si ça reste, je trouve, très insuffisant. Et je vais être sympa aujourd'hui, je vais mettre 13, mais s'il fait beau demain, je mettrai que 12. Donc vous avez compris, c'est pas exceptionnel, mais quand même la 92 elle vaut quand même le détour. Et en second choix, je prendrai la 70 chevaux, même si c'est un veau qu'on a déjà essayé sur la chaîne, je la prendrai en 70 chevaux éventuellement, et en troisième en 110, et après je la laisse chez le vendeur. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS, Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.